Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 69e épisode du Temps d'arrêt. C'est finalement le temps que plusieurs auditeurs attendaient, celui de la captation, l'enregistrement d'un épisode toujours très, très apprécié, celui où on parle des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. Très heureux de recevoir à nouveau Simon Servant de la presse canadienne, un régulier au podcast. Simon, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Très, très bien, merci. On te remercie encore une fois de prendre du temps pour nous présenter certains joueurs que certains auditeurs vont avoir entendu de nom, vont peut-être avoir eu la chance d'observer un petit peu, d'autres qui seront probablement des inconnus pour plusieurs. Donc, c'est une belle occasion en ce début d'année quand même, on n'est pas encore au stade de la mi-saison, en début d'année, de faire un petit portrait global là, de ce qui s'est passé jusqu'à présent et des joueurs qui se démarquent. Encore une fois, Simon, cette année, tu nous présentes des visionnements en temps réel. Tu es déjà à quelques épisodes sur ta chaîne YouTube. Là. On a que penser à certains joueurs dont on va discuter aujourd'hui, les Elenius, Bransig Nygaard, Lev Shunov aussi. Donc, Ouais, encore une fois, j'imagine que c'est une belle, une belle occasion pour toi de nous présenter ces joueurs-là. Là. ouais, ben c'est ça, toujours plaisant de le faire. Moi, je le fais pour moi aussi parce que je regarde les matchs, mais en même temps, Exact. si ça peut permettre aux gens d'avoir un petit look. D'habitude, c'est ça. D'habitude, je regarde 3 matchs. Fait que, tu sais, ça permet un peu aux gens de se faire une petite idée des fois. Donc, non, toujours plaisant. Ça se continue aussi à partir du mois de décembre jusqu'à la fin. Exact. On est très choyé de pouvoir compter sur tes analyses. On apprend à découvrir les joueurs, on les voit vraiment de manière isolée. C'est une belle opportunité de les connaître. Dans les derniers jours, toi et la branche complète de la section Espoir de Tout sur le hockey avez sorti vos classements préliminaires de la première ronde, donc vos top 32. Vous êtes aussi allé d'un épisode franchement très explicatif, hein, c'est le cas de le dire, Ouais. de vos justement de vos explications de vos sélections. Donc, toi, Seb Gagné, Pascal Lapointe et Mathieu Paradis. Donc, on a la chance d'écouter la première partie de cet épisode-là sur Spotify, YouTube, toutes les plateformes. La deuxième sera disponible un petit peu plus tard. C'était trop long, il y avait trop de contenu, il a fallu séparer ça en deux. Simon, j'aimerais que tu nous parles de manière globale un petit peu de cette cuvée de 2024. De ce que j'ai pu comprendre de vos commentaires, c'est quand même des joueurs cette année, en fait, pour 2024. Un petit peu plus de profondeur en termes de qualité peut-être que l'année passée. Donc, ça va être le top 32 devient encore plus intéressant et difficile à faire. Parle-nous dans une globalité, si on veut, c'est difficile de tout mettre dans le même chapeau, mais un petit peu ce que tu as remarqué à date de cette cuvée-là. Là. Ouais, ben, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, tu sais, nous autres, l'année passée, on disait que les tiers étaient assez larges. Tu sais, tu pouvais Ouais. avoir un gars, mettons, 20e, puis tu pouvais retrouver 50e dans une autre liste et vice-versa. Moi, je trouve qu'on retrouve encore un peu ça cette année, euh, avec des joueurs puis tu penses, tu sais, la manière que ça s'est déroulé dans le podcast, on l'a vu, là, il y a des joueurs qui étaient un peu plus haut. Après, tu parles à quelqu'un d'autre, ce gars-là, il est 15-20 rangs plus loin. Donc, c'est un peu échevelé, c'est un peu wild, comme on disait. Puis, moi, je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que en deuxième ronde aussi, tu peux avoir des gars que certains vont avoir peut-être 20e, mettons, 20-25, puis Ouais. toi, tu l'as 40, puis là, tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que ce joueur-là, il a assez de talent, il a assez de torque alentour de lui pour dire, ben, il y a peut-être du potentiel pour la première ronde. Fait que ça, on voit ça vraiment assez loin dans le repêchage. Moi, je me suis pas rendu à classer tous mes gars jusqu'en deuxième ronde, mais je regardais des joueurs que j'avais dans ma liste de deuxième ronde. J'avais identifié deuxième ronde. Il y avait beaucoup de joueurs qu'on a reparlé un peu dans le top Certains me 32. plaçaient en première ronde et tout. Exact, des Stiga, puis Zetter que Seb Gagné avait. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je les ai un peu en deuxième ronde, mais ça te montre à quel point il y a une certaine profondeur. Puis moi, ce que j'aime cette année, on en a parlé un peu dans le podcast, c'est il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même un peu de papier sablé, un peu Ouais. physique, un petit peu tannant,
Fait que ça, parce que ça, on regardait la liste, puis là, on descend la liste tranquillement, puis là, tu vois qu'il y a ces gars-là qui sont physiques, qui n'ont pas peur d'être dérangeants, puis fait que c'est ça, à l'attaque et en défensive. Fait que non, c'est vraiment... j'ai du plaisir cette année. Écoute, il y Absolument. a moins le top, il est peut-être un peu moins spectaculaire Ouais. que d'autres années, mais c'est le fun. On sait que c'est un classement préliminaire. Ça fait suite un petit peu à ton évaluation que tu avais déjà faite au mois de juin. Donc, on verra justement le classement de certains espoirs qui a varié. Ça risque d'être la même chose lors de votre évaluation de mi-année. Certains vont peut-être cimenter leur place, d'autres vont bouger un petit peu dans le classement. C'est normal dans une saison. Il peut se passer tellement d'événements qui font changer la donne. Aujourd'hui, on va présenter ton top 10 ainsi que 5 ou 6 joueurs qui ont retenu mon attention, que ce soit par certains de tes joueurs que tu apprécies particulièrement ou des joueurs qui ont fait parler d'eux depuis le début de l'année, qui gagnent à être connus. Donc, ça va être le plan de l'épisode d'aujourd'hui. Commençons tout de suite avec le joueur que tu as classé au numéro 1 et ceux qui ont pu voir vos listes sur X l'ont peut-être remarqué. Ça sera à venir pour les réactions en direct En fait, c'est que tu vas annoncer ton deuxième choix que les autres vont avoir remarqué que tu n'étais pas dans la même, si on veut, dans le même avis qu'eux, même si c'est extrêmement serré. Donc, tu fais bande à part avec ton premier choix, celui de Cole Eiserman, l'ailier gauche du programme américain de développement. Parle-nous de pourquoi tu classes Eiserman, sans trop parler de Sylvain Bruni, qu'on parlera un petit peu tout à l'heure. Pourquoi Eiserman est le numéro 1 pour toi? Ouais, ben, les gars, ils étaient contents à cause de ça, vu qu'on n'avait pas l'unanimité Ouais, dans le ça fait un bon podcast. show, là. Mais moi, Iserman, c'est simple. Écoute, j'en parle dans le podcast. Ça fait très longtemps que je le surveille, Iserman. Ça doit faire au Ouais. moins 2 ans et demi. Puis même à 15, 16 ans, j'en parlais aux boys, puis je disais, c'est un futur marqueur de 50 buts, ce gars-là. Puis c'est rare, tu sais, qu'on s'avance dans des comparaisons comme ça. On veut toujours faire un peu attention. Puis, tu sais, moi, je me suis lancé tout de suite parce que de la manière qu'il tire, de la manière qu'il est présent près du filet, de la manière qu'il s'implique, qu'il joue un rôle de, il joue un rôle trompeur, il joue un rôle d'appât, puis après, il se fait oublier, il reçoit la rondelle, ça sort, est dedans, il marque de plusieurs façons. Il est capable de marquer avec des feintes, capable de marquer du revers, tu sais, sur réception, tire des poignets, à gauche, à droite, dans le milieu. C'est un franc-tireur pur, comme on en a rarement vu, en tout cas en ce qui me concerne, dans les 12, 13 années depuis que je fais du scouting en Ouais. tant que tel avec des listes. Puis, moi, Iserman, c'est un peu du anchoring bias qu'on appelle. Donc, c'est un gars que j'avais premier, puis je l'ai laissé premier parce que c'est tellement serré, là, on va en Ouais. reparler, mais je trouve que ce gars-là, en ce moment, qu'est-ce qu'il accomplit? Encore plus d'un but par match. Il est en Mm. voie de battre le record de Cole Caulfield. Puis pour moi, il m'a pas donné une raison de le faire baisser. Parce que oui, tu sais, oui, il y a certaines petites lacunes dans son jeu, évidemment, défensivement. Faudrait que ça s'améliore, même s'il n'est pas, tu sais, c'est pas un gars qui est mauvais défensivement, mais tu sais, juste un peu plus d'engagement, un peu plus de présence en défensive. Mais tu sais, je trouve qu'il a une capacité d'alimenter ses coéquipiers qui est un peu sous-estimée, capable de jouer des épaules, il a un bon coup de patin. Euh, tu sais, il y a des gens qui parlent peut-être qu'il dépend un peu de ses coéquipiers, mais moi, je vais tourner ça de l'autre côté, c'est que c'est un gars qui est tellement surveillé, il trouve le moyen de se démarquer, puis ses coéquipiers, ils veulent lui passer la rondelle parce que justement, il y a plus de chances que la rondelle aille dans le filet si tu lui passes la rondelle. Fait que les gars, ils sont toujours souvent en train de le surveiller. Parle-moi Puis, justement de l'accomplissement qu'il est en train d'établir. Tu as parlé de sa production. Il était quand même à 25 buts, 40 points en 19 parties, ce qui est exceptionnel, là. Il a déjà quelques tours du chapeau à son ouais, actif. absolument. Le programme de développement américain n'est probablement pas aussi puissant que celui de l'année passée. On ne retrouve pas le gros trio de tête qu'il y avait l'année dernière. Ouais. Pardon. Il ne joue pas non plus avec l'autre joyau du James repêchage de Higgins. 2025, Higgins. On le voit, ils sont sur deux unités différentes. Donc, où je veux en venir, c'est qu'il n'a pas des coéquipiers de trio, des coéquipiers qui sont
des partenaires de trio, pardon, qui sont peut-être à son niveau, qui sont, disons, des hauts profils pour les prochains repêchages. Parle-nous un petit peu, justement, tu dis qu'il est très surveillé. Pour moi, son accomplissement est encore plus grand, compte tenu qu'il ne joue pas avec des joueurs à très haut talent, là. Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est que les gars avec qui il a joué avec Humphries, il a joué avec Baker. Dernièrement, il jouait avec Bednarik, puis ben, il y a eu Max Plante aussi. Là, Plante, il a manqué quelques matchs. Bon, bref, il n'a jamais joué avec Higgins. Puis moi, c'est ça qui. Quand il a joué avec Higgins au U17, les deux, ils étaient incroyables ensemble. Ouais. Là, il est arrivé au U18 en tant qu'underager, évidemment. Démolit encore tout sur son passage. Il est Puis là, c'est ça, c'est que là, ils ont décidé de faire jouer Higgins. Higgins joue avec Stiga. Bon, il y a quelques petits changements de temps en temps. Zimmer qui est là aussi. Mais ils ont dit, on va les séparer, ces deux-là. On va mettre deux. J'ai l'impression, je ne connais pas Ouais. le plan de match, mais j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va essayer de donner deux, Une force de frappe deux très séparée. forts. Ouais. Ouais, ça, je voulais dire des exceptionnels, mais c'est pas des exceptionnels, là. Je veux pas aller si loin que ça, mais Ouais, tu sais, on deux comprend. vraiment joueurs solides qui sont capables de travailler offensivement, pas juste mais par eux-mêmes, mais aussi qui sont capables de produire, qui sont capables d'aider les autres. Fait que ce qui accomplit en ce moment, tu sais, quand on parlait de Cole Caulfield, puis on disait que c'était incroyable, mais tu sais, Cole Caulfield, il jouait avec Jack Hughes. Puis encore une fois, puis Exactement. moi, Ouais. j'enlève rien à ce que Caulfield a fait. Puis, je veux pas dire que c'est juste Hughes qui lui donnait la rondelle, là. On a eu ces débats-là il y a quelques années en ce qui le concerne. Mais en ce moment, c'est ça, c'est que là, Iserman, on peut même pas rien dire parce que c'est ça. Il n'y a pas de tâche à son Il dossier à ce reçoit, niveau-là. Puis... il reçoit des Ouais. rondelles des joueurs qui sont bons, mais qui n'ont pas nécessairement la vision élite et les capacités de passeur d'un Jack Hughes, disons. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve qu'en ce moment, la production, elle est comme ça depuis longtemps, Puis là. longtemps, exactement. Donc, Exactement. c'est un joueur quand même, sans être le plus grand, le plus costaud, physique 6 pieds intéressant, 200. c'est ça, 6 pieds 200. Ce n'est pas un centre, c'est un ailier gauche, donc ce ne sera pas celui qui va pivoter votre premier trio. Par contre, C'est ça. peut-être un hybride entre un Austin Matthews et un Cole Caulfield, justement, un marqueur né. Donc, les Américains sont capables de la mettre dedans, comme on dit. C'est ça. Au deuxième rang, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'était très, très serré. C'est celui que les collègues de Tout sur le hockey avaient au premier rang, Macklin Celebrini, le Canadien qui joue à Boston University. Un de ses coéquipiers est notamment Lane Hudson, dont il est énormément question dans l'entourage du Canadien. Donc, c'est un joueur qui fait tout de bien là, sur la patinoire. Il a été excellent lors du dernier championnat des moins de 18 ans, en récoltant 15 points en 7. Très bon début d'année, encore une fois, 22 en 13. Lui, c'est un joueur de centre. De ce que j'ai vu de lui, tout lui va bien. Il fait tout très, très bien les petites choses. C'est un joueur agréable à voir aller. Absolument. Puis c'est ça qui est plus spectaculaire là-dedans. C'est que, tu sais, juste faire une petite parenthèse entre Celebrini et Iserman, là, ils ont joué ensemble, hein, les deux. Ils ont joué OK. ensemble au Prep School à St. Mary's, le OK. réputé programme Shattuck St. Mary's. Puis ils ont joué ensemble, puis tu sais, c'est difficile de. C'est pas difficile à croire pourquoi ils ont été tellement bons, puis c'était des 2 points par match. Puis, fait que les Ils deux, pourraient là, rejouer ensemble l'année prochaine aussi parce que Eisenman est committed to Boston University. Là, admettant que les exact, deux n'aillent pas dans la Ligue nationale, ça serait belle exact. histoire. Puis, tu sais, Celebrity, pour moi, c'est un. Même chose. Ça fait longtemps qu'on le regarde. Tu sais, moi, Iserman, justement, avec Shattuck, j'avais des regards sur lui. Je le regardais déjà. Celebrity, même chose. On l'a vu à Chicago ensuite. Il a été extraordinaire l'année passée. Encore une fois, U18, il y a quelques mois, on l'a vu, c'était lui qui était le meilleur Dominant. joueur, là. Tu sais, c'était le meilleur, même du tournoi, là, c'était le meilleur joueur à mon avis. Et puis Iserman était là aussi, tout ça, mais je pense que Celebrini, il a vraiment fait tout sur la glace. Il a Ouais. vraiment propulsé le Canada plus haut, évidemment. Puis tu sais, c'est lui qui a marqué le but de la Ouais. médaille de bronze, en fait, mais c'est quand même lui. Enfin, cette année, là, c'est ça. C'est encore une fois, je le mentionnais,
c'est rien contre lui. Ça n'a pas rapport avec son jeu en Non, général. Je trouve que ce gars-là, moi, dans le podcast, vous allez l'entendre, je trouvais qu'il y avait un peu un air de Nathan McKinnon pour moi. OK, Un intéressant. gars hyper dynamique, un gars qui est capable de faire pas mal tout sur la patinoire, qui a une petite touche de chien, qui a un excellent lancer, mais qui est aussi capable d'alimenter ses coéquipiers. Il attaque les défenseurs de front, il les attaque vraiment de centre et il utilise le bâton, passer à travers les rondelles, à travers les patins, à travers les joueurs. Enfin, c'est un. Pour moi, là, Celebrini, je ne l'ai pas exclu du premier rang. OK. Puis la raison pourquoi je l'ai laissé deuxième, parce que je l'avais deuxième au mois de juin, c'est exactement ça. C'est que lui non plus, il est vraiment. Il connaît un début de saison incroyable. C'est un joueur de très haut niveau qui va être capable de faire 90 points peut-être dans la Ligue nationale et peut-être plus. Euh, Fait que je veux juste, encore une fois, je veux juste me donner le temps de tout regarder les deux encore, vraiment assimiler un peu qu'est-ce qu'on va voir de ces gars-là. Parce qu'Eiserman, probablement qu'il va être au championnat mondial de hockey Ouais. junior, puis j'espère qu'on va faire la même chose du côté de Célébrini. On va le mettre aussi en vitrine sur un trio offensif pour qu'on puisse encore voir ces deux-là. En plus de ça, qui ont des joueurs qui sont plus vieux contre l'élite internationale. Fait que pour moi, ça va être hyper intéressant de voir ça. C'est intéressant d'avoir deux joueurs qui vont, si ça continue comme ça, qui vont se battre pour le premier rang, qui vont pousser, si on veut, l'un et l'autre à aller plus haut. Dans les dernières années, oui, on avait un joueur exceptionnel l'année passée, Connor Bedard, il y avait d'autres bons joueurs au repêchage. L'année d'avant, on n'était pas trop certain, il n'y avait pas un favori. Finalement, ça a été Slavkovski avec le Canadien. Là, l'équipe c'est dans longtemps, mais qui va repêcher premier, va légitimement avoir deux joueurs qui se démarquent d'une manière un petit peu différente. Ils vont pouvoir y aller de leur choix personnel. Donc, c'est intéressant à avoir cette année une dynamique de, si on veut, une petite lutte pour le premier rang. Ouais. Puis le pire de tout, c'est que ça va être un peu les philosophies. Puis on en parlait un petit peu dans le podcast aussi. Ça va dépendre un peu de ce que tu recherches aussi comme équipe. C'est que, tu sais, si, Absolument. mettons, tu es bien nanti au centre, tu as besoin Un de bon marqueurs pour marqueur. Ouais. compléter, mais là, à ce moment-là, puis Eiserman, c'est pas juste un gars qui complète, là, il est très bon dans ce qu'il fait en général, mais tu sais, si, mettons, tu as un gars qui est un Jack Hughes, là, on va parler de Jack Hughes, mettons, parce que c'est l'exemple facile, là, qui a une très bonne vision, qui a besoin d'un marqueur pour vraiment solidifier encore plus l'attaque, ça c'est parfait. Si tu as, plus un besoin comme centre, un deuxième centre qui vient appuyer mettons un Connor Bedard, là, comme on dit, mettons back-to-back Pas Connor impossible. Bedard, McLeod Celebrini, à ce moment-là, ben oui, tu es en voiture pour 20 ans. Fait, c'est ça. C'est ça va vraiment dépendre un peu de ta philosophie Ouais. d'équipe. Ça va dépendre aussi un peu de comment toi tu vois les pièces dans ton puzzle. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que oui, tu sais, Celebrini, c'est un centre, donc il va avoir l'avantage, en guillemets, par Ouais. rapport à Eiserman. Mais c'est ça, c'est que si tu dis Eiserman, c'est un futur marqueur de 50-55 buts, ben, Très alléchant pour ça les se équipes. paye, ça aussi, exact. Celui qui complète ton podium, ben, c'est un premier défenseur, le Canadien Sam Dickinson des Knights de London. Ouais. Gros bonhomme, 6 pieds 3, presque 200 livres. Tu l'as quand même beaucoup regardé cette année, un de ceux que tu as le plus visionné avec 10 visionnements. Il produit aussi offensivement 19,24. Il a été solide au dernier Linka. C'est vraiment un défenseur qui est sur la pente ascendante, je pense, sur les listes d'un peu tout le monde. Là. Ouais, absolument. Puis moi, tu sais, je pense que Dickinson au Linka Gretzky, il avait été correct, mais je pense qu'il aurait pu en montrer un peu plus. Puis c'était vraiment là que je me situais avec lui. Je voulais vraiment voir si pendant la saison, il allait être capable de ramener son niveau de jeu à justement un niveau que moi j'avais vu l'année passée qui m'intéressait. C'est un gars que j'avais quand même classé dans mon top 10, évidemment. Et fait que j'étais comme, ah, Ouais. je veux le voir encore me donner des munitions pour le classer plus haut. Puis à tous les matchs que j'ai vus de Dickinson, il n'y a pas un match dans lequel je regardais ce gars-là et je me disais, c'est pas un gars de première paire. Toutes les fois que je le regardais, tant en attaque, tant en défensive,
solide avec le bâton, contrôle bien le gap, il est intelligent avec la rondelle, travaille super bien en avantage numérique, travaille bien en attaque en général le long de la ligne bleue, de bonnes décisions, un bon lancer, il place les rondelles au filet. C'est vraiment un défenseur. Je veux pas, tu sais, c'est moderne. C'est un défenseur Ouais, moderne je sans comprends ton nécessairement être un gars qui est un peu comme Owen Power l'était il y a quelques années, que là, il prend la rondelle, puis que là, il joue il tout est le très monde. Il est flamboyant, puis monté à tout la ça. porte-pièce. Ouais. C'est ça, mais tu sais, il est vraiment, de la manière qu'il se comporte sur la glace, il a vraiment une prestance. Puis ça, moi, je trouve ça super impressionnant pour un jeune qui, même l'année passée, il était derrière les Bonds, qui étaient derrière les Mailloux, puis Maillot, ouais. compagnie. Là, cette année, il y a vraiment un rôle de Premier général, plan. si Ouais. on veut. Exact. Fait que pour moi, ça a été une grosse saison, puis j'en ai parlé un petit peu dans le podcast aussi, c'est qu'il a joué avec tout le monde cette année. Ok. Il a joué avec tous les défenseurs qu'il y a sur la formation des Knights de London, puis ça a été à toutes les fois, c'était un peu le go-to guy, un peu de Hunter, puis je le vois beaucoup jouer. Je m'attends à ce qu'il joue comme du 24-25 minutes dans la Ligue nationale. Pour vrai, c'est qu'il mange beaucoup de minutes, mais qu'il est capable de jouer dans toutes les situations. Donc, C'est une pépite d'or assez exceptionnelle, un défenseur de la sorte qui, ouais, grosse stature, aussi bon en attaque qu'en fiable en défensive, euh, qui rend tout le monde, chacun de ses partenaires à la ligne ouais. bleue, un petit peu meilleur. Je pense que c'est vraiment ce que les équipes recherchent. Tu l'avais neuvième en juin pour finalement le monter au troisième rang. On sait qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs de qualité cette année au repêchage, mais c'est définitivement un de ceux qui est vraiment en train de monter le plus rapidement. Là. Ouais. Puis, Allons, allons-y avec ton quatrième rang. On t'a placé Berkeley Catton, qui est, je ouais, pense que c'est assez unanime dans plusieurs listes, définitivement top 10, plusieurs le placent top 5. C'est un gars qui est très en vue depuis le début de l'année. Il joue dans la WHL, pardon, avec les Chiefs de Spokane. Belle production offensive déjà depuis le début de l'année, 32 points en 22. Euh, c'est un petit peu plus une petite stature. Hein? On l'a déjà, on a vu ça quand même régulièrement depuis les dernières années. ouais. 5 pieds 11, 163 livres. Et petit parallèle, avant que tu nous parles de son jeu dans son ensemble, dans les dernières années, des joueurs dans son profil ont souvent baissé au repêchage. On peut penser à un Rally Height ou autres joueurs à plus petite stature, je ne les compare pas. Mais dis-nous si c'est quelque chose aussi qui pourrait arriver ou c'est vraiment un gars que tu penses qui va solidifier sa place dans les prochains mois. Là. En fait, moi, j'ai l'impression que Catton va sortir du top 5. Puis, en fait, c'est pas un secret, puis c'est pas une surprise. Je pense que la tendance, elle est là. Ouais. Moi, pour l'instant, ça se peut aussi qu'il sorte de mon top 5. Il a été un peu inséré comme quatrième. Je veux pas dire par défaut, mais il y a des joueurs, je pense que si on en a fait la blague un peu dans le podcast avec Demidov, là, mais tu sais, il y a des joueurs juste que je veux juste, encore une fois, en regarder un petit peu plus juste pour voir si euh, ces gars-là peuvent le dépasser. Mais moi, Katen, la manière que je le regardais jouer cette année avec les Chiefs de Spokane, il me faisait penser un peu à Logan Cooley, mais version un petit peu, tu sais, un peu moins explosive, un peu moins spectaculaire, mais le même style de jeu. Un gars qui est quand même très bon avec la rondelle, flashy un peu moins que Cooley, mais assez spectaculaire. Très bonne vision. Des fois, se complique un petit peu la tâche, essaye d'en faire un petit peu trop, ce qu'on voyait aussi de Cooley d'ailleurs. Mais Cooley, c'est qu'il faisait ça, puis on dirait que ça avait l'air contrôlé un peu. On dirait qu'il réussissait à ressortir quelque chose de ça. Des fois, Katin, ben, c'est ça, il perd un peu des rondelles, des choses comme ça. C'est sûr que son équipe, elle n'est pas aussi, il n'est pas aussi bien appuyé cette Ouais. année que Pas super Cooley bien l'était, par entouré. Là. exemple. Exactement. Et on en a parlé dans le podcast. C'est, à part Connor Roulette, c'est assez mince. Fait que les deux Grand jouent joueur. Ouais. ensemble, puis c'est ça va bien de leur côté, ils produisent, mais fait que c'est ça. Moi, je trouve que Katin, c'est un gars qui, on l'a vu au Linka Gretzky, évidemment, il a été sensationnel lui aussi cette année. En fait, je pense que ça a été un gars qui
a ressorti beaucoup pour le Canada dans une Vraiment. équipe qu'on trouvait quand même moyenne. Là. Il y a des Ouais. d'autres joueurs qui ont ressorti aussi, mais fait que je pense que du côté de Canton, c'est vraiment un petit peu, un peu trop de finesse des fois, manque de physique, évidemment, manque de maturité physique. Donc, c'est ça les enjeux. Il y a certains défis physiques que là, tu te dis, est-ce que est-ce qu'il t'en donne assez offensivement? Moi, je trouve défensivement, il n'est pas si pire que ça. Je trouve qu'il se replie, je trouve qu'il est comme il est quand même présent. C'est sûr qu'il est pas, tu sais, il est pas, c'est le gars qui est pas le plus engagé Ouais. défensivement parce qu'évidemment, il y a des limitations physiques, mais je trouve qu'il est quand même là. Mais c'est ça. C'est que là, est-ce que tu vas te dire à quel moment que pour toi, dans un repêchage, le risque, entre guillemets, Ouais. il est mitigé un peu. Il est comme mitigé, c'est pas le bon terme, c'est anglais, là, c'est atténué. Atténué, c'est tu dis, moi, au troisième rang, peut-être que c'est trop haut pour Catherine. Au quatrième, peut-être que c'est trop haut, mais rendu à 7-8, c'est le bon rang pour lui, je pense que ça vaut la peine. Et on le voit un peu, parfois les équipes vont, tu sais, c'est très tôt pour parler du repêchage de 2023, mais les équipes risquent de s'en mordre les doigts plus souvent qu'autrement. On a commencé à un Zach Benson que tout le monde aimait au TSLH, que j'adorais aussi, qu'il a quand même glissé. Là. C'est sûr que sa glissade n'a pas été trop spectaculaire. Il a fini par être sélectionné par les Sabres, mais à voir le petit échantillon qui nous montre depuis le début de l'année, ça va être un joueur formidable pour eux pendant longtemps. Et je ne dis pas que les joueurs qui sont sortis d'avant ne le seront pas. Reste qu'un joueur qui démontre toutes les qualités qu'il a aurait peut-être mérité de sortir un petit peu plus tôt si ce n'était pas de juste de sa taille. Donc, c'est un point intéressant Mais, à considérer. Là. c'est ça. Puis pour vrai, la taille, tu sais, c'est souvent dans la Ligue nationale, c'est un peu ça aussi qui fait casser certaines choses. C'est que là, les recruteurs se disent, ouais, je sais pas, tu sais. Puis là, ils se mettent à regarder les autres équipes championnes aussi. C'est que là, ah, ben, tu sais, comme là, on a le Canadien a repêché un défenseur droitier, un gros gabarit. Pourquoi? Parce que, ah oui, mais là, tu regardes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ils ont tous un gros défenseur droitier. Ouais, mais OK, sauf que On suit ça, trop les tendances parfois. exactement, ça veut rien dire. Tu sais, quand le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley, il n'y a personne qui s'est dit, hey, on va bâtir notre On va équipe imiter avec le un. Canadien. C'est ça, on va dire, on va bâtir notre équipe avec un gardien qui gosse sa tête, une défensive qui est quand même rude mais lente, puis des Ouais. attaquants qui sont moyens. Tu sais, Douteux. c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe. Fait que, tu sais, oui, je comprends un peu d'où on vient, mais Ouais. tu sais, des bons joueurs, t'en as besoin, puis c'est là qu'il faut que tu les évalues. Puis tu sais, Benson, nous autres, c'est ça, on n'est pas des recruteurs, puis pourtant, on l'avait top 5 toute la Ouais. gang. Exact. Puis là, aujourd'hui, on a-tu l'air fou? À date, ça va À bien. date, non. Fait que À date, ça va. c'est pour ça que des fois, je trouve faut faire attention avec ça. Fait que je Ouais. dis pas que Catlin, c'est un futur gars de 100 points, mais je pense il y a beaucoup de Quelque talent, chose puis d'intéressant avec lui. faut faire, c'est ça, faut faire attention juste à dire, ah ben là, on le diminue à cause du gabarit. Au cinquième rang, selon moi, l'un des joueurs les plus intéressants à apprendre à découvrir euh, était sujet d'un de tes vidéos sur ta chaîne YouTube, Artyom Levchunov, Ouais. défenseur droitier qui vient de la Biélorussie, mais pour lui, c'est important de mettre l'emphase sur le fait qu'il joue depuis déjà 2 ans aux États-Unis. L'année passée, il était en USHL, cette année en NCAA avec Michigan State. C'est un format de défenseur très particulier, donc 6 pieds 2, 200 livres, très mobile, très bon sens offensif, bon contrôle de la rondelle. Trouve, en observant tes vidéos, je trouvais qu'il trouvait très bien les ouvertures en zone offensive. Parfois, on peut le trouver un petit peu nonchalant en zone défensive, ce qui va provoquer quelques décisions douteuses. Mais somme toute, c'est un profil là, vraiment intéressant. Ouais, c'est un défenseur échevelé, Levchunov, puis je trouve que, puis je comprends pourquoi il y a des gens qui trippent un peu moins sur lui, un profil qui semble, tu sais, oui, il y a des gros matchs où tu te dis, il y a des matchs qui est parti où il fait tout sur la glace, il est Ouais. solide avec la rondelle, il est capable de jouer des épaules, il est capable de ramasser des gars, ensuite de ça, défensivement, il couvre bien son homme, prend les bonnes décisions. C'est que là, c'est ça, il faut que tu dises. Il aime se promener, Levchunov. Tu sais, à un moment donné, il est en arrière du filet adverse. Après, il revient.
là, il prend la rondelle, là, il fait une passe, il est rendu de l'autre bord. Tu sais, il n'y a Parfois, on va pas. le regarder, on va regarder une séquence, puis on va dire, ben, ce joueur-là est un attaquant sur cette séquence-là. C'est Le ça, numéro exact. 5 de Michigan joue à l'attaque. C'est ça. Des fois, il est comme en position de F1, tu sais, puis c'est le gars qui va faire l'échec avant, puis ou des fois, le jeu, il est à gauche, puis il est à droite, là, il s'en va à gauche, là, il revient à droite, il s'éparpille beaucoup. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup il y a certaines personnes qui sont là, puis ils regardent ça, puis ils se disent, dans la Ligue nationale, ça peut pas fonctionner parce il est trop éparpillé, tu sais, il veut trop s'impliquer un peu partout, puis il faudrait qu'il simplifie son jeu. Mais moi, je le prends d'une autre façon, c'est que je pense que dans la Ligue nationale, justement, les entraîneurs, puis tu sais, quand il va faire beaucoup de vidéos, puis tout ça, puis quand il va vraiment comprendre un peu c'est quoi son style, puis sa chaise dans une équipe de la Ligue nationale, je pense qu'il va être beaucoup plus aiguillé à ce moment-là pour vraiment se donner un style de joueur. Parce que là, dans la NCAA, j'ai l'impression que son entraîneur lui Il laisse dit, ben, aller, ouais. fais ce que tu veux, Have fun. puis c'est ça, tu sais, viens à l'attaque, viens en défensive, coûte-en le moins possible, puis that's it, tu sais, on va s'arranger avec toi, parce que tu es dans l'équipe de Michigan State, tu sais, il y en a quelques-uns, des joueurs qui sont bons, Isaac Ouais, Howard, on a vu Howard. Red Savage, puis bon, Ouais. il y en a quelques-uns qui sont bons, mais tu sais, ce sont vraiment ces gars-là, les top guns. Fait que le coach, il dit, ben, vous êtes talentueux, on va vous laisser aller, donnez-moi-en un peu en défensive, mais après, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je comprends un peu les cheveux gris de certaines personnes, mais tu sais, l'année passée, moi, à Green Bay, pour un gars qui arrivait aux États-Unis, tu sais, ça n'a pas paru du tout là, Non. qu'il y a eu un besoin d'adaptation. Il Il, est arrivé, il était à l'aise déjà. il le produit depuis qu'il est arrivé. Cette année, ça fonctionne aussi, là, 15 points en Exact. 16. Ma question connexe pour toi par rapport à lui, justement, à quel point le fait qu'il va constamment appuyer l'attaque, c'est un désir qu'il a aussi, euh, peut nuire, selon toi, à sa valeur en vue d'un prochain repêchage. Si on se souvient, ce n'est pas le même genre de défenseur totalement, mais un Jiricek qui avait Ouais. été repêché très haut par Columbus, appuyait beaucoup l'attaque. Donc peut-être que ça peut faire moins peur à certaines équipes qu'on pense, justement parce qu'on pense qu'ils vont être capables d'être placés, si on veut, dans un système. Mais en tant qu'évaluation que toi, tu vas faire, à quel point ça peut lui nuire, justement, qu'il prenne autant de chance? Tu sais, pour moi, personnellement, quand je le regarde s'éparpiller comme ça, puis prendre, tu sais, avoir des gros risques peut-être pour l'équipe, puis tout ça, moi, ça me dérange un petit peu moins. Puis en plus de ça, il y a des coches, il coche quand même des cases que les recruteurs vont aimer. Tu sais, c'est un gros gabarit qui est mobile, c'est un droitier, Ouais. il a une intelligence offensive assez élevée. Fait que c'est là, puis il est capable évidemment de jouer physique aussi. Fait que c'est là que, encore une fois, comme on vient de parler un peu avec Katen, c'est que là, tu te dis, à partir de où le risque est trop élevé, puis à Ça devient un partir de où problème. Ouais. que là, tu te dis, excellent. Fait que tu sais, est-ce que je pourrais voir Lev Shunov sortir 3-4 dans un repêchage? Absolument. Tout à Moi, fait. j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il pourrait baisser à 8, 9, 10? Tu sais, c'est possible aussi, là. Tu sais, Mm. les points et la production, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a une point d'interrogation à savoir est-ce que la projection se fait d'un défenseur qui va être capable d'aider en défensive aussi. Puis je comprends que les gens, il y en a peut-être qui ont cette inquiétude-là. Moi, pour On, l'instant, en tout cas, ça m'inquiète pas. on traversera la rivière lorsqu'on Bon, sera rendu là. c'est ça. Mais si jamais au prochain repêchage, le Canadien se retrouve à faire sa sélection et qu'il soit encore disponible, peut-être qu'on va avoir une petite pensée par rapport à notre repêchage de l'année passée et Absolument. on sera peut-être dans une position un peu moins confortable. Et Mais ce j'en ai sera le sujet parlé, de... et j'en ai parlé dans la vidéo d'observation que j'ai faite. Ouais. J'ai posé la question, est-ce que si vous avez la position actuelle, Lev Shunov ou Ryan Backer, qu'est-ce que vous faites? Ben, ça, je laisse les gens décider eux-mêmes. Moi, je sais qu'est-ce que je fais, Ouais. mais c'est ça.
peut-être que si le Canadien, justement, est dans cette position-là de mi-première ronde, puis que là, les attaquants élites sont partis, que là, il va être obligé de se revirer puis de vérifier qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être que, justement, comme tu dis, on va avoir une pensée de qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques mois. Enchaînons avec le sixième rang, un Russe énigmatique, bourré de talent, Ivan Demidov, Ouais. ailier droit du SKA de Saint-Pétersbourg. Il a été blessé, on l'a vu un peu en KHL et en MHL, la Ligue junior russe. Il a quand même produit en MHL 4 points en 5 parties. Donc, veut pas, on n'a pas le choix de faire certaines comparaisons par rapport à Mishkov. Ce sont deux Russes au profil qui se suivent au repêchage année après année. Donc, parle-nous un petit peu de son jeu d'ensemble et des différences par rapport à Mishkov. Ben, Demidov, moi, je trouve que c'est un peu le même style de gars. C'est très talentueux, il sort des feintes assez spectaculaires. Même contre des hommes là, dans la VHL, dans la KHL, il est capable de. Il a beaucoup de confiance en lui, confiance en ses moyens. Quand il a la rondelle sur sa palette, c'est dangereux. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, dans le sens qu'il peut te sortir une feinte, il a une bonne vision du jeu. Il a un bon lancer aussi. Fait que c'est ça qui est. C'est des attributs qu'on pouvait donner aussi à Mishkov. Ouais. Moi, ce que je trouve peut-être la différence, c'est que Demidov un petit peu plus impliqué en défensive, selon moi. Un petit peu plus, fonce un petit peu plus vers le filet. Moi, je pense personnellement que a un petit peu moins de talent que Mishkov. Ça, c'est juste mon appréciation totale de son jeu. Outre le fait qu'il a des excellentes mains, là, je trouve que le lancer est un petit peu moins bon. Peut-être la capacité à trouver les lignes de passe, à rejoindre les coéquipiers dans les lignes de passe très difficiles, elle est peut-être un petit peu moins là. Mais ça n'enlève rien. Moi, je l'ai classé sixième Demidov, puis ça, c'est quand vous allez écouter le podcast jeudi, vous allez rire, parce que c'est ça, c'est comme je lançais un peu un avertissement à Demidov, là, en l'espoir qu'il m'écoute, là. Parce que quand que je l'ai vu jouer en MHL cette année, puis comme tu l'as mentionné, il s'est blessé. Puis quand que je l'ai vu jouer, je trouvais que il était, il manquait un peu de professionnalisme dans le sens que il était très cheesy. Il essayait beaucoup de feintes qui menaient à rien. OK, ouais. Qu'est-ce que c'était spectaculaire, mais puis là, j'ai l'impression que c'était juste le fait, tu sais, il veut avoir du plaisir, il veut s'amuser, tout ça. Mais tu sais, dans la MHL, c'est le fun d'avoir du plaisir, mais quand tu es bon comme ça, tu devrais être capable de juste en une ou deux présences, juste dire là, ça suffit, on s'en va en mettre une dedans. Ouais. Puis, puis là, tu sais, je trouvais Il n'a c'est pas ça. assez fait à date. Ouais. Il manquait juste un petit peu de ça, mais c'est vraiment tu sais, on coupe les cheveux en quatre, là, parce que pour vrai, Demidov, pour moi, si jamais il se ressaisissait, entre guillemets, puis il commençait à vraiment jouer dans la MHL ou s'il va jouer dans le KHL, la VHL, dans un niveau qui est quand même fort, que là, il se met à redevenir un peu le joueur que j'ai vu l'année passée. Mais à ce moment-là, tu sais, lui, il a de très bonnes chances d'être troisième. Là, tu Ouais, sais, exactement. la Ah, liste, il va remonter sur la liste. C'est juste que là, en ce moment, dans ce qu'on a vu cette année, c'est trop mince un peu. c'est mince un peu. Puis il n'a pas joué beaucoup dans le KHL. Il y a eu des Ouais, matchs où il a exact. joué un petit peu plus, puis après, il a complètement été laissé au bout du banc, comme ça arrive Comme ça souvent arrive dans la trop souvent. KHL. Ouais. C'est exactement ça. C'est un gros problème. Fait que, oui, fait que c'est ce qui arrive un peu dans le cas de David. Au septième rang, le Finlandais Konsta Elenius, qui joue en Liga avec Jukurit. Honnêtement, moi, de mon côté, c'est le genre de joueur que j'adore. Un petit peu Ouais. plus frêle, là, 5 pieds 11, 168 livres, mais qui a du chien, qui n'a pas peur d'aller dans la circulation lourde. Pas le même genre de joueur, encore une fois, mais un petit peu à la Zach Benson. Donc, un attaquant très créatif, excellente première passe, il a un bon tir. J'adore le fait qu'il soit constamment en mouvement. Il n'est jamais pris à plat. N'est pas en retard sur le jeu. Doit peut-être compléter un petit peu mieux ses jeux, mais c'est quelque chose qui se polie vraiment. Donc, Ouais. de mon côté, c'est un profil que j'adore et complète un petit peu avec tes analyses.
Ouais, ben absolument. Ben, je pense que tu l'as bien décrit. En plus de ça, il est capable de s'impliquer défensivement, il est capable de soutenir ses défenseurs en relance ou pour récupérer des rondelles. Tu parlais d'un gars qui avait un petit peu de chien aussi. Ben, c'est ça, des fois, il s'en laisse pas imposer. Moi, tu sais, Elenius, c'est un gars, encore une fois, c'est un jeune qu'on a vu. Ça fait quand même longtemps qu'on le surveille. En fait, tu sais, ça fait peut-être moins longtemps que des gars comme Celebrini puis Iserman, mais tu sais, on l'a vu dans des Ouais, tournois, on on en l'a entend parler vu, depuis longtemps. tu sais, on l'a vu dans la Liga l'année passée. Puis il y avait eu, tu sais, déjà, il avait ressorti du lot avec quand même une bonne productivité pour un gars de 16 ans. Là, cette année, bon, il arrive à sa deuxième année, beaucoup de confiance, on lui donne un rôle sur le premier trio, puis il prend vraiment son rôle de la bonne façon, il essaie d'être un fer de lance offensif. Euh, c'est beau. Je pense que le niveau de talent il est assez élevé, peut-être un petit peu moins élevé pour être dans la côté. C'est peut-être ça qui est différencié un peu de Katin pour l'instant, là. C'est qu'il y a peut-être plus de chiens, peut-être un petit peu plus d'engagement défensif, mais est-ce que la production potentielle de points offensifs, elle est aussi élevée que ce que je vois d'un gars de Katin? Ça se joue à quelques petites, peut-être une dizaine de points. Fait que Quand c'est même, peut-être là, quand même 17 points en 3 matchs dans une dans la ligue Liga, très défensive où de absolument. nombreux joueurs de 17 ans qui ont fini par avoir Ouais, des belles carrières n'avaient pas produit. Donc, ouais. c'est quand même bien ce qu'il fait, là. Puis moi, puis ce que je retiens, moi, surtout de ces stats, c'est 8 buts. C'est ça que moi, je retiens parce Mm. que euh, tu sais, 8 buts en 23 matchs quand tu es un jeune de 17 ans, pour moi, ça me montre que tu es capable de produire quand même de façon un peu constante, en guillemets. Tu sais, un but à tous les 3 matchs, c'est quand même bien pour un jeune de. Tu sais, dans la Ligue nationale, c'est une saison de 25 buts là, et un petit peu plus. Fait que c'est déjà très bien. Puis, lui, c'est un underager dans une ligue d'hommes. Ça me montre aussi qu'il n'hésite pas à rôder près du filet, il n'hésite Ouais, pas à exact. tirer au filet. Donc, pour un gars de ce gabarit-là, c'est ça qui est plaisant parce que tu dis, si tu as un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 200 livres, puis il marque des buts près du filet, tu dis, ben, c'est correct, il fait sa job, il est supposé être dans ce coin-là. Mais un gars de 5 pieds 11, c'est toujours un petit peu plus difficile, un peu plus risqué peut-être d'aller là. Ça joue du Sherwood, c'est un peu plus dangereux, il n'a pas peur. C'est sûr que la Liga, c'est pas physique comme la Ligue nationale, mais quand même, de voir qu'il y a ce processus-là dans la Puis à tête, de l'aise, ouais. dire je vais y aller, puis je vais rôder dans l'enclave, des cercles, tout ça. C'est de Ça bon gars, ouais. m'intéresse. Fait, Moi aussi. fait que pour l'instant, je trouve ça vraiment bien avec lui en ce moment. Au huitième rang, le Norvégien Michael Brensek Nygaard, qui, qui joue en Suède, on l'a vu avec Mora, en Mhm. Allsvenskan, deuxième division suédoise. Sa production offensive a été correcte, là, 5 points en 19. En J20 national, ça a mieux été de ce côté-là. Gros bonhomme quand même, là, 6 pieds 2, 192 livres, grosse stature. Euh, Parlons un petit peu de lui, mais aussi du, pro- du plafond qu'il pourrait y avoir. Ouais. C'est normal, parfois dans notre évaluation, on va voir certaines choses de différentes manières. Tout de même, je trouvais ça intéressant que Matt le place quatrième, donc pour percer le top 5, même si c'est juste 4 ans de différence, pour percer le top 5, Matt devait le voir plus haut que les Ouais. autres, évidemment. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui, pour toi aussi, pourrait monter, là? Je sais pas s'il peut monter. Je pense pas qu'il pourrait monter aussi haut personnellement, mais est-ce qu'il peut descendre de beaucoup? Je pense que c'est un joueur qui est assez ancré dans mon top 10. J'ai peut-être un petit billet un peu là-dessus. C'en est un autre joueur de l'année passée que j'avais bien aimé, que j'avais dans mon top 10. Ben, en fait, au mois de juin. Là, je dis l'année passée, mais c'est la Ouais, en saison juin, ouais. passée. Là, ouais. C'est un gars que j'avais dixième. Puis moi, ce que j'aime de Ramsay Newgard, c'est un gars qui à toutes les présences, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. À toutes les présences, il va être impliqué, il va être dérangeant, il va foncer au filet, il va créer des choses, il va s'impliquer de plusieurs manières. Un très bon joueur pour récupérer les rondelles, un très bon joueur pour aller en échec avant. Il est intelligent sur la défensive aussi, revenir, il n'y a pas de problème. Il est engagé le long des bandes.
Donc ça, déjà, tout ce que j'ai mentionné là, ça n'a même pas rapport avec sa production de points, là. C'est juste comme joueur, en général, qu'est-ce qui peut t'amener dans une équipe. Un facilitateur, peut-être un peu, créer OK. de l'espace pour les gens. Fait que ça, déjà pour lui, c'est des grosses qualités parce que si, mettons, le Canadien devait le jumeler avec un Suzuki puis un Slavkovski, disons, c'est que là, c'est ça, c'est que tu aurais deux joueurs qui sont capables de faire de l'espace, de créer des choses offensivement. Il y a un très bon lancer, Newgard, puis je pense que c'est un gars qui a aussi une bonne, quand même une bonne qualité de playmaker, un fabricant de jeu qui est peut-être peut-être un peu sous-estimé. C'est pas un gars qui va te faire 70 mentions d'aide dans la Ligue nationale, là, mais il est capable de repérer ses coéquipiers, il est capable de les rejoindre. Il sait faire quelque chose avec la rondelle. C'est pas juste un gars d'énergie qui a pas de Ouais. main et qui a pas il a pas de suite dans les idées, là. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui est un peu ancré de mon côté OK. dans mon top 10. Je sais pas s'il peut aller dans mon top 5, par exemple, mais ça reste à voir. Tu sais, peut-être qu'il peut Ouais. baisser, peut-être qu'il peut monter, mais il a un profil très professionnel, très intéressant. Moi, quand je l'ai regardé jouer l'année passée, même chose. On l'avait vu dans la nationale aussi. Euh, il détonnait. Il me faisait un peu penser à Casper, Marco Casper, dans son moteur, dans sa façon d'être présent, de se trouver des façons de se rendre visible à toutes les présences. Donc, ça, pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Puis on le revoit cette année. Même là, la Allsvenskan, c'est une ligue d'hommes, c'est une ligue professionnelle. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Puis lui aussi, lui, c'est un late, mais quand même, il a juste 18 ans, mais il a l'air à sa place, il a l'air à son aise dans cette ligue. Ce serait intéressant de le suivre au prochain championnat du monde junior, là, risque de faire C'est ça. l'équipe euh, l'équipe norvégienne. Là, il sera dans le groupe B composé de la République tchèque, des États-Unis, la Slovaquie Il va être et là. la Suisse. Donc, comme tu dis, fort probablement qu'il risque d'être là à moins de blessures ou autres pépins. Donc, ça va être disons, une belle plateforme pour lui afin de se faire valoir. Ouais. Au neuvième rang, un autre Russe, différent profil que celui de Demidov. On parle ici de Igor Ouais. Chernyshov du Dynamo Moskva. Euh, donc, un plus gros bonhomme, plus gros gabarit, 6 pieds 2, 192 livres. On l'a vu en MHL et en KHL où, encore une fois, la production n'est pas là pour un espoir, mais il a montré quand même de très belles choses en MHL cette année. Ouais, et puis Chernyshov, là, je sais que c'est peut-être pas le favori de tout le monde, mais moi, quand je le regarde jouer, je le trouve très professionnel. Je le trouve très, tu sais, c'en est un qui triche pas tant que ça. Tu sais, les Russes, on a l'habitude Ouais. à savoir, tu sais, on les regarde, puis bon, c'est des jeunes qui aiment ça aller à l'attaque, c'est des jeunes qui aiment ça un petit peu se lancer tout de suite à l'attaque. Le jeu se déroule dans ta zone, puis tu es prêt à partir. Mais moi, je trouve que Chernyshov, il est assez impliqué, physique, il a un excellent lancer, une bonne touche de fabricant de jeu lui aussi. Euh, je pense que lui, dans son cas, la production, je pense que c'est quelque chose qui, je la prends moins en considération dans son cas à lui parce que j'ai pas l'impression que son ADN, si tu veux, dans la Ligue nationale, ça va nécessairement être un gros producteur de points. OK. Je pense que oui, je pense qu'il va être capable de produire des points. Puis, tu sais, je le vois avoir un très bon plafond quand même. Tu sais, un 60-65 points à mon avis. Sauf que c'est tout ce qui amène alentour de ça aussi, parce qu'il y a quand même un bon gabarit. Et c'en est un autre aussi qui aime ça créer de l'espace, qui aime ça, qui n'a pas peur d'aller jouer dans le trafic, qui n'a pas peur d'aller jouer dans les coins, de récupérer des rondelles, très bon en protection de rondelles. Fait que c'est un peu ça, c'est que là, c'est un profil de joueur qui est un petit peu plus, peut-être un peu moins talentueux, mais qui a lui aussi un style professionnel que tu dis, si tu le places encore une fois à côté de joueurs, tu sais, lui, il est talentueux, Michel, mais si tu le places à côté de joueurs talentueux, qui ont un profil peut-être similaire, mais des qualités un petit peu différentes, c'est là que je pense que ça peut être très bénéfique pour lui puis pour le trio. Donc, un peu ce que je vois de son côté. C'est un jeune qui va pouvoir utiliser son lancer aussi. Puis ça, c'est une de ses grandes forces, là. Il a un très bon lancer. Puis moi, je trouve que ça dégaine très rapidement aussi.
Fait que j'ai pas l'impression que Chernyshov, il va ramasser beaucoup de points dans la NHL, mais j'ai l'impression que d'un coup, qu'il va arriver dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, que là, la Il va switch faire va sa être un place. petit peu plus, ouais, exactement, qu'il va être un petit peu plus à l'aise, puis que là, la switch offensive va peut-être embarquer un peu plus parce qu'il va jouer aussi en compagnie de joueurs talentueux qui comprennent un peu qu'est-ce que lui essaie de faire. Intéressant. Fait que moi, c'est ce que je vois un peu de son côté. Mais c'est ça, tu sais, je comprends que c'est un profil que peut-être il y a des gens, tu le regardes, puis il y a peut-être un peu moins de talent que d'autres, puis là, ben, c'est facile de le faire glisser un peu. Mais c'est ça, c'est correct aussi. Ouais. Puis c'est préliminaire aussi, tu sais, on en parle, Ça mais peut changer totalement. exact. Pour compléter le top 10, un attaquant cette fois-ci qui, lui, de son côté, est vraiment en ascension. Là, donc, c'est peut-être Exact. la version attaquante de Sam Dickinson. On parle ici de Caden Lindstrom, qui c'est celui qui a fait le plus haut bond sur ton classement par rapport à juin. Il était Ouais. classé 28e, maintenant 10e position. Gros gabarit, centre des Tigers de Medicine Hat dans la WHL, 6 pieds 5, 205 livres. Belle production depuis le début de l'année, 33 en 24. C'est le joueur que tu as le plus regardé aussi depuis le début de l'année. Donc, je pense que tu vas être bien placé pour nous parler d'un joueur qu'on entend énormément parler depuis quelques semaines. Je trouve que pour son gabarit, il a vraiment une belle fluidité. Donc, ça rend ce genre de joueur-là toujours tellement attirant pour les équipes de la LNH. Là. Ah, absolument, ben c'est ça. C'est Caden Lidstrom, là, tu le regardes en ce moment, puis là, tu te dis, il n'y a aucune chance qu'il ne sorte pas top 5. C'est à cause du profil, à cause du joueur. Puis moi, ce qui m'intéressait beaucoup de Lindstrom cette année, c'est la progression. C'est qu'est-ce qu'on a vu. Si, mettons, je me fie à l'année passée, il y avait eu une bonne saison. On l'a vu au U17 où il n'avait pas ressorti tant que ça. Il y avait eu quand même pas pire, mais c'était rien de spectaculaire. Puis là, ensuite de ça, il arrive au Linka, c'est un peu plus compliqué, même si, encore une fois, il n'était pas effacé. Mais là, depuis le début de la saison, il a complètement explosé. Puis, moi, Lindstrom, puis c'est sûr il a produit beaucoup parce que il joue avec McKenna aussi. Là. Ouais, Bon, il y ça a eu aide. des changements de trio. McKenna, c'est probablement le premier au total en 2026. 2026, Là. ouais. Fait que ça, c'est un. Il est C'est un assez plus. solide. Ben, c'est ça, ça aide beaucoup. Mais moi, ce que j'ai mentionné dans le cas de Lindstrom, c'est que j'ai l'impression des fois que de présence en présence, il ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment. Dans le sens que on dirait que l'une présence, il veut être un joueur de finesse. L'autre présence, il veut être un joueur mine. Puis moi, j'aimerais ça qu'il réussisse à combiner tout ça. Ouais. Qu'il soit un joueur combiné des deux Complet à chaque sur, présence. sur une présence, sur un match complet. OK, intéressant. Parce que j'ai l'impression des fois que, puis on l'a vu, il y a des matchs parce qu'il a jeté les gants, il a été Mm. très physique, il ramassait des gars, c'était pas vraiment le fun Un d'être sur train, son, là. sur son chemin, exactement. Puis là, en plus de ça, quand il va s'installer près du filet, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Si t'es un défenseur de même à 6 pieds 190, c'est très compliqué de bouger un gars de même. Il est fort physiquement, il est installé devant le filet ou près du filet, il bouge pas de là. Fait que c'est là que moi, ce que je veux voir de Lindstrom, puis j'en parle dans le podcast, c'est que je veux pas qu'il devienne un Quentin Byfield, un gars de finesse qui patine, tu sais, je veux qu'il soit, puis là, je parlais de Eric Lindros, mais c'est pas une comparaison un pour un, mais qu'il soit ça. C'est qu'à toutes les fois qu'il a la glace, il est capable de te déjouer, à toutes les fois qu'il a la rondelle, il est capable de te déjouer, il est capable de t'attaquer en vitesse, il est capable de te contourner, de te servir une belle fin. Sauf que quand il n'y a pas la rondelle, il faut que tu sois toujours sur le qui-vive parce que tu le sais que ça se peut que ça s'en vienne, une bonne mise en échec, ça se peut que ça te fasse mal. Puis il est Ouais. capable de jeter des Faut gants. savoir où il est sur la glace. Là. C'est ça, c'est que moi, c'est ce que je veux voir de Lindstrom parce que je pense que le package au complet, c'est un gars qui possiblement top 5. Ah, il y a des chances d'être top 5 là, pour moi aussi. Là, Ouais, ça là je l'ai sera. 10 là, c'est pas parce qu'il est pas bon. Puis la seule affaire qui m'inquiétait aussi, c'est que des fois, le hockey IQ, des fois, j'ai l'impression que
il suit peut-être pas tout à fait le jeu, ou en fait, il est bien placé, mais peut-être pourrait se placer ailleurs pour avoir de meilleures occasions, ou, ou avec la rondelle, peut-être des prises de décision de temps en temps, mais moi, ce que j'ai mentionné dans le podcast, c'est Andrew Basha. Il a joué avec lui aussi sur son trio. Puis Andrew Basha, c'est un plus petit. Ouais. Mais j'ai l'impression des fois que c'est lui qui donnait l'espace à Lindstrom. Au lieu d'être l'inverse, c'est que Lindstrom devrait, avec sa prestance, avec la protection de rondelle, c'est lui qui devrait contrôler le jeu. C'est lui qui devrait permettre à d'autres joueurs de se démarquer. Puis en plus de ça, Lindstrom, c'est un joueur de centre aussi. Fait que, nécessairement, tu as aussi la capacité de créer des choses avec la rondelle. Mais des fois, j'avais l'impression que c'est Bacha qui lui en donnait un peu. Puis Bacha, Bacha, que tu as c'est un. justement 14e Ouais, sur ta exact. liste cette T'sais, année. Pascal, il aime ça dire que c'est un avion de chasse un peu, Bacha. Ben moi, c'est ça, c'est un peu ça que je voyais. Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve que c'est ça. Je veux encore voir Ouais. Lindstrom prendre une petite coche pour vraiment me faire une idée de où est-ce qu'il faut que je le place dans ma liste. Ça reste un beau duo d'espoir à Medicine Hat. Deux gars qui vont probablement sortir en première ronde. Donc, ils sont à surveiller cette année. Donc, c'est ce qui complète le top 10. On va maintenant y aller de quelques joueurs qui ont retenu mon attention, qui ont été placés à divers endroits de ton top 32. Pour ce qui est de la liste complète, j'invite les gens à aller voir ta page Twitter, ta page X. Et évidemment le podcast de Tout sur le hockey Ouais. sport pour avoir tes explications de sélection. Passons au numéro 13. Je trouvais ça intéressant. Carter Yakimchuk, défenseur droitier des Hitmen de Calgary, que tu semblais particulièrement apprécier. Ouais. Les autres gars l'avaient pas mal plus tôt, donc disons au début du top 32. Mais quand même, c'est un bon prototype de joueur, 24 points en 22. Euh, et c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. 19 buts l'année passée. Il se met dans des situations avantageuses. Déjà 10 buts cette année. C'est quand même Ouais. peu commun de voir un défenseur marquer autant. Donc, c'est définitivement un plus pour lui, là. Ouais, c'est parce qu'il y a un tir lourd, là, il y a un bon Ouais. lancer, mais tu sais, c'est. Moi, c'est. Je sais, on en a parlé là, dans le podcast. Puis je comprends absolument peut-être où est-ce que les gars ils aiment peut-être pas certains aspects de son jeu, mais moi, il y a Kemchuk, premièrement à l'attaque, je trouve que. Tu sais, il joue. On en a parlé sur notre podcast, il joue beaucoup. C'est vrai qu'il joue beaucoup parce que c'est un peu lui le. C'est lui le kingpin un peu de la défensive de la Calgary, Calgary. ouais. Donc ça, c'est normal, là. Mais tu sais, moi, quand je le regarde jouer à l'attaque, je trouve qu'il est quand même bon, quand même prend de bonnes décisions, capable d'amener la rondelle en zone neutre, capable une bonne première passe, capable d'arriver en deuxième vague. Euh, En avantage numérique, il fait du bon travail. Défensivement, moi, je trouve premièrement, il est très physique défensivement. Là. Déjà, Ouais. on en parlait tantôt de Lindstrom. Là, ils se sont battus au début de l'année, lui et Lindstrom, justement, parce que il est mis, il frappe fort, il n'a pas peur De de faire s'en laisser mal. Puis, ouais. imposer. Je pense qu'il est. Tu sais, c'est peut-être ça aussi un peu qui dérange certains. Il y a peut-être des gens qui aimeraient qu'il soit un peu plus un meilleur défensivement. Moi, je trouve qu'il est solide défensivement. Tu sais, oui, il y a quelques crampes au cerveau de temps en temps, puis ça, c'est normal, ça va arriver. Euh, tu sais, ça va arriver avec plein de défenseurs, surtout des défenseurs qui jouent beaucoup. Tu sais, Ouais. plus tu joues, plus tu as de chances de faire des Plus t'es erreurs, plus tu as la exposé, rondelle ouais. sur la palette, plus tu as Exact. l'occasion de commettre des revirements et tout ça. Mais moi, je trouve que dans les trois sphères, en fait, en attaque, en défensive, avantage numérique, désavantage numérique, moi, je trouve qu'il fait du super bon travail. C'est pas, c'est pas un défenseur qui est complet, un peu comme on pourrait parler de Dickinson. Mais moi, je trouve que pour un défenseur qui est comme un peu stable, qui est capable d'aller jouer tu sais, pour être un bon 3 à mon avis, dans la Ligue nationale, c'est que tu peux peut-être pas lui donner le rôle de première paire, mais solidifier, partir avec un gars comme ça pour ta deuxième paire, droitier en plus. On est en Moi, voiture. personnellement, c'est ça. Encore une fois, moi, tous ces gars-là qu'on a parlé, les droitiers, là, Lev Shunov, puis Yakemchuk, puis il y en a d'autres, moi, je les prends tous avant Ryan Baker. C'est juste, c'est ça moi, qui me fait un peu capoter avec la sélection de Ouais, l'année ben c'est ça. passée. C'est que là, quand je regarde ces gars-là, je me dis,
j'ai même pas de raison de douter que je prends ces gars-là avant Runbacker, c'est sûr et certain. Fait que, mais, tu sais, je comprends que les boys, il y en a qui étaient un petit peu moins high sur lui. Ouais, sur lui, ouais. Mais au mois de novembre, tu sais, on finit le mois de novembre. Non seulement il y a une très grosse saison offensive, Mm. mais tu sais, je trouve que moi, défensivement, il est très solide. C'est vraiment un aspect de son jeu que j'aime beaucoup. Fait que ça sera à vérifier pour la suite, là. Enchaînons de manière un petit peu plus rapide sur les prochains. Donc, quelques noms intéressants aussi. Au 17e rang, T. Ginla, le fils de Ouais, Yarom, de la légende, du Rocket de Kelowna. C'est pas le même genre de joueur que son père. Euh, Seb l'a classé quand même 6e sur sa liste. Donc, c'est une saison qui, quand même, qui, assez réussi côté jusqu'à présent, côté production offensive, là, 28 points en 24, donc quand même 19 buts. L'année passée, il y a eu une tonne d'expérience positive avec les Thunderbirds de ouais, Seattle, même s'il jouait que très peu. c'est Donc, ça. c'est un joueur qui amène un beau bagage déjà pour son 17 ans de cette expérience-là et justement d'avoir un père qui est un modèle incroyable dans la LNH. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Il joue pas exactement comme son père, mais tu reconnais un peu certaines affaires dans son père. Très bon lancer. Tu sais, moi, je trouve qu'il joue un peu moins physique que son père, mais évidemment, son père, il est plus gros, là. Il était plus gros pour la Ligue nationale. Il était comme 6 pieds 2, 215. Fait que c'est sûr que lui, TJ Ginn-là, il n'est pas tout à fait rendu là. Il patine bien. Tu sais, moi, dans le podcast, je mentionnais que j'avais beaucoup aimé son travail en désavantage numérique. Puis là, Seb, il me disait il n'avait pas joué en désavantage numérique de la saison, là, juste pour remplacer Andrew Crystal. Puis là, ça me surprenait parce que dans les matchs que j'avais regardés récemment, il avait joué en désavantage numérique. Puis je trouvais que ça faisait vraiment une bonne job de son côté. Fait que Ouais. peut-être que en tout cas, ça m'a donné l'idée que si jamais il devait se faire placer dans des situations comme ça, qu'il pourrait faire du bon travail parce qu'il patine super bien, un bon sens du jeu, bonne anticipation. Fait, fait que là, je suis resté un peu bête parce que je me dis, tabarouette, s'il est bon comme ça dans un temps de jeu limité, c'est parce qu'il est quand même déjà intelligent dans ça. Fait c'est peut-être quelque chose que lui va devoir, en fait, pas lui nécessairement, mais que peut-être que son rôle va être modifié au Ouais, fil va du temps, changer. Ouais. puis peut-être que dans la Ligue nationale, son rôle va être utilisé aussi dans ce genre de situation-là, de situation où est-ce qu'on a besoin de toi en désavantage numérique, même, puis on va avoir besoin de lui en avantage numérique, Pourrait puis sur remplacer la, un peu partout, être utilisé dans toutes les chaises. exact, Là. C'est exact. intéressant. Il y a beaucoup de talent aussi, quand même. Fait que c'est pour ça Ouais. que j'ai l'impression que c'en est un qui peut monter aussi. Puis, tu sais, Seb, il est le 6e. Moi, je trouve ça un peu haut Ouais. personnellement, mais je comprends d'où il vient avec OK. ce raisonnement-là, parce que c'est vrai que les qualités sont intéressantes de son côté. Au 19e rang, Maxime Massé, premier Québécois de la liste, donc un ailier droit des Saguenay de Chicoutimi. Son cas est un Ouais. petit peu spécial. L'année passée, on a vu des belles choses de son côté. Il y a eu un beau tournoi au Linka avec 5 buts, 6 points en 5 matchs. Par contre, cette année, la production offensive se fait un petit peu attendre. On est quand même juste sous la barre des 1 point par match. Ouais. Mais comme vous le mentionnez, vous l'avez mentionné dans le podcast, c'est une utilisation un petit peu particulière que coach Jean va en faire de Massé. Est-ce que c'est parce que c'est pas exactement son joueur favori à voir, mais ça affecte un petit peu son classement depuis le début de l'année. Hein. Ouais, ben moi, tu sais, la piste de solution que j'avais amenée du côté en fait, l'hypothèse là, que j'avais amenée du côté de Massé, c'est que c'est une équipe jeune cette année, les Saguenayens. T'avais des jeunes l'année passée, t'as des jeunes cette année qui vont se faire, en fait, qui sont admissibles au repêchage, puis t'as des joueurs qui sont admissibles l'année prochaine. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression que Massé, c'est un gars qui en a donné beaucoup à Yannick Jean l'année passée. Moi, je doute pas que c'est un joueur que Yannick Jean aime personnellement, mais j'ai l'impression que il expérimente peut-être un peu plus avec OK. certains autres jeunes, puis peut-être que Massé, il l'utilise dans un rôle différent parce que de toute façon, il sait qu'il va lui donner une certaine substance, une certaine
certaines qualités dans son jeu qui vont lui permettre de produire tout en donnant un peu d'occasion puis de peut-être plus se placer dans certaines situations d'autres jeunes. Il y a des ruisseaux qui est là aussi cette année. Le Ouais. roux, l'année prochaine, tu en as trois. En fait, il y en a plus que trois, mais tu as Guité, tu as Wang, Lecomte qui est là aussi. Donc, beaucoup de jeunes. Puis, tu sais, Massé, sa qualité première, c'est qu'il a un excellent lancer. Ouais. Il gagne rapidement, ça rentre au poste, c'est vif, c'est sec. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi cette touche énergique-là qu'on a vu aussi puis même au Linka, qu'on l'a vu être un petit peu plus à utiliser dans un rôle de joueur d'énergie, un peu de complément. Puis il réussit à produire aussi un petit peu avec ça. Puis c'est un peu. Son cas est particulier du côté de Massé, c'est que moi, j'aime ce que je vois de lui cette année dans une certaine mesure, dans le rôle qui se fait donner, mais en même temps, lui aussi doit ressortir un petit peu plus, Yep. de présence en présence aussi, de match en match, d'être un petit peu plus. On le sait qu'il a du talent, on sait qu'il a un bon lancer, on sait qu'il est capable de faire la différence. J'aimerais juste le voir un petit peu plus souvent, mais dans une équipe qui est jeune comme ça, c'est normal aussi des fois que. Puis là, lui, il prend le rôle d'un peu de leader aussi. Il est rendu Ouais. avec une lettre sur son chandail. Fait que À c'est ça. 17 ans, c'est peut-être. C'est quand même. C'est ça. C'est quand même. C'est beaucoup de choses en même temps Ouais. qui font en sorte que peut-être la situation, elle n'est pas optimale, mais que c'est à lui aussi en même temps d'en donner un petit peu aussi. J'avais pas le choix de te parler du joueur que tu as classé au 22e rang, Anton Silayev, le Ouais. russe format géant défenseur gaucher de Torpedo Nizhny Novgorod, tout un exercice de diction dans la KHL. Certains, dans plusieurs listes, il a été classé dans le top 10. On l'a même vu au premier rang d'une certaine liste. Donc, on s'entend que c'est pas peut-être peut-être une petite exagération dans ce cas-ci, mais ça reste que c'est un profil intéressant, là. Et il surfait peut-être à ce moment-là sur des bons moments qu'il avait en KHL pour un joueur de sa grandeur, donc encore une fois 6 pieds 7, Ouais. 207 livres. Il est quand même très mobile. Euh, il est capable de produire là, 10 points en KHL, c'est quand même bien. On peut l'apercevoir aux côtés de Bogdan Konyushkov, l'espoir du Canadien. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui se passent d'intéressantes autour de Silyayev, là. Ouais, écoute, moi, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent alentour de lui, puis des fois même certaines que Pas j'ai de la misère à justifié. comprendre, là, Ouais. personnellement. Mais pour vrai, tu sais, je regardais la liste de Hockey Prospect, c'est-tu hier, aujourd'hui, en tout cas, peu importe. Il était troisième sur leur liste. Fait que, tu sais, il y en a qui aiment ce profil-là, puis c'est bien correct. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, Silayev, je trouve que, tu sais, il patine, c'est bien. Il a quand même un bon calme avec la rondelle, un bon lancer du poignet. Il amène les rondelles au filet de bonne façon. Mais moi, personnellement, quand je regarde ce gars-là, beaucoup de polissage en ce qui me concerne. Euh, Prise de décision parfois très difficile. Tu sais, des fois, il défend un peu tout croche, il se fait contourner. Moi, je l'ai vu se faire bousculer par des joueurs qui étaient 6 pouces de moins que lui, puis 30 livres de moins. Tu sais, c'est pas normal. Puis je comprends que c'est un jeune, c'est dans la KHL, puis C'est ce que c'est j'allais une te ligue demander. d'hommes. Est-ce qu'il paraîtrait un peu mieux dans la MHL? Ben, en fait, tu sais, probablement, c'est juste que il y a, j'ai l'impression qu'il est comme entre deux chaises. C'est qu'il, tu sais, Ouais. peut-être qu'il peut pas jouer dans la MHL parce que ça sert à rien pour son développement. Puis dans la KHL, c'est que, tu sais, il y a des minutes, puis c'est correct. Mais j'ai l'impression aussi que des fois, ben, tu sais, il est capable de jouer dans le KHL. Je vais me rétracter un petit peu là-dessus. Il est capable de jouer en KHL. Le problème, c'est que, tu sais, il est là parce qu'il est capable de le faire, mais je sais pas si il est vraiment efficace tout le temps dans la KHL. Puis, c'est correct, tu sais, de commettre des erreurs à cet âge-là, puis d'avoir des petites crampes au cerveau, des choses comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, par exemple, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que
Je trouve qu'on met beaucoup d'accent sur son gabarit, sur le fait que c'est un gars de 6 pieds 7, 207 livres, on n'en voit pas beaucoup des gars comme ça passer. Mais est-ce que la substance, elle est vraiment là? T'sais, moi, quand je le regarde jouer, je suis comme, il y a beaucoup de petits points d'interrogation, de choses qui m'ont dérangé, qui font en sorte que j'ai de la misère c'est ça, à même le mettre dans le top Mettre 20. le plus haut. Hein. Pour le prochain candidat, on ne s'étendra pas trop longtemps car il a très peu joué. On parle ici de Aaron Kivi-Ariu que tu as classé Ouais. 23e, le Suédois, pas le Suédois, pardon, le Finlandais, défenseur gaucher, petite stature 5 pieds 10, 165 livres. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que tu l'avais classé quand même au 3e rang sur ta liste en juin. Il était dans le top 10 de la majeure partie Ouais. des listes. C'est un joueur qu'on aurait probablement vu au championnat du monde junior. Là, le X, c'est qu'il est blessé pour une longue période de temps, devrait revenir quelque part autour du mois de février. Donc, au moment où vous allez faire votre prochaine liste, notre liste de mi-année, risque de ne pas avoir disputé une autre partie. Donc, ce serait intéressant de voir s'il serait resté dans ta première ronde. Petit mot rapide là-dessus. Là, est-ce que tu vas garder son profil en tête parce qu'il avait un début de saison décevant. Là. Même s'il ne s'était pas blessé, il aurait chuté. Là, est-ce qu'on le garde haut à cause de son potentiel ou on prend le fait que d'autres joueurs risquent de le surpasser, ça risque de lui Ouais, coûter peut-être sa place. moi, dans le fond, là, les 3 premiers matchs que j'ai regardés de Kiviariu cette année, je trouvais qu'il n'avait pas été mauvais. Je trouvais que c'était bien débrouillé. Ensuite de ça, j'ai fait une vidéo d'observation avec 3 matchs, les 3 matchs suivants, Ouais. où ça a été une vidéo assez C'était difficile. plus difficile, ouais. Il n'y a vraiment pas. Il y a eu un match et demi vraiment où ça a été vraiment mauvais. Puis là, le problème avec ça, c'est que là, il se blesse. Il se blesse au mois d'octobre. Puis là, il commence à rater des matchs. Puis là, en même temps, t'as des gars qui commencent à embarquer. Ouais. Lui, il s'est blessé, je pense même, je pense que c'est début octobre. Bref, là, la saison de la CHL elle commençait depuis une semaine. Là. C'est ça. Fait que là, lui, on n'a pas de point de repère sur ce gars-là à partir du début du mois d'octobre, alors qu'on en a d'autres qui continuent à progresser, qui continuent à jouer. Fait que, est-ce que moi, je vais le garder en tête. Puis là, évidemment, il a commencé à baisser. Moi, je l'aurais eu peut-être, si, mettons, il avait continué à jouer, il aurait peut-être baissé, mais il Exact. aurait-tu baissé? Est-ce qu'il aurait quitté de mon top 10? Je sais pas. Ou en fait, peut-être il aurait terminé au début, peut-être 12-13 dans ce Ouais. coin-là. Là, il joue pas. Puis là, c'est ça. Est-ce que, personnellement, je vais le garder dans mon top 32 pour le mid? Je vais vraiment me questionner là-dessus parce que moi, son profil en tant que tel, il est quand même intéressant, même si oui, c'est un défenseur de petite stature qui, encore une fois, c'en est un qui a des défis défensifs aussi, même si je ne l'ai pas trouvé si pire que ça cette année. Mais là, c'est que là, s'il y en a d'autres qui continuent à monter, puis que lui, il continue à pas jouer, c'est là que ça va être difficile. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas assez de joueurs qui vont monter pour le faire sortir du Derrière top lui, intéressant. 32, mais ça se peut qu'il continue à glisser. Fait que est-ce qu'il va glisser hors du top 32? C'est possible. Est-ce que les joueurs que j'ai vus, que j'ai, disons, en 33, 34, 35, 36 dans ce coin-là, est-ce qu'il va On va falloir être qu'ils assez m'en montrent bon pour. vraiment beaucoup? C'est ça. Parce que là, je connais un peu leur style de jeu. Tu sais, nous, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on établit une liste préliminaire, puis ensuite de ça, au mid, on se dit, est-ce que le gars il a progressé? Est-ce que le gars il a changé un peu les aspects qui nous dérangeaient? Est-ce que certaines parties de son jeu, ils ont déprécié, ils sont devenus moins Ouais. bonnes? C'est un peu ça qu'on prend en considération. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y a des gars que j'ai 32, 33, 35, peu importe, que j'ai regardé leur jeu cette année. On va le regarder tout au long des prochains mois. Puis là, au mois de février, on va faire notre liste. Puis là, on va dire, c'est le même joueur. Fait que, tu sais, c'est le même joueur que j'ai vu. Fait que, Il ne est-ce montrera pas que dans ce cas-là. c'est ça, est-ce que je vais le faire bondir de 10 rangs juste pour me faire plaisir à me faire plaisir ou faire plaisir à ses parents ou peu importe? Ou, tu sais, non, tu sais, c'est ça. C'est Ouais. souvent ça. Puis je te donne un exemple rapide. On a fait ça avec Tristan Luneau. Tristan Luneau, quand il a commencé l'année, c'était le joueur qu'on avait vu l'année passée. En fait,
quand il a commencé l'année, on s'imaginait le joueur qui était l'année passée. On l'avait top 8, top 10. Moi, je pense que je l'avais 8e. OK. Puis là, plus la saison avançait, plus on voyait un Luno moins bon que l'année passée. Fait que là, ça me disait il avait comme stagné un peu. Puis, tout le long, il était le même joueur encore. Fait que là, tu sais, il veut pas, il droppait. Puis moi, si j'essaie de me souvenir de mémoire, mais il était 37, je pense, sur ma liste. OK. Fait que tu sais, il est passé de environ 8 à 37 à cause que c'est le même joueur que j'ai vu au début de l'année. Puis là, regarde Luno cette Ben, année, c'est ça. Les il joue. défenseurs, leur progression peut être un petit peu plus tardive, donc C'était ça. ça rend une sélection un petit peu plus tardive, comme celle de Luno, intéressante. C'est ça. C'est pour Le, ça que je veux faire attention avec Kiviariou, ouais. parce que ça se peut qu'on puisse le retrouver quand même l'année prochaine, qu'il revienne en force. Le dernier joueur dont il sera question dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est un joueur qui est probablement plus en vue à Montréal qu'ailleurs, d'où son nom de famille, pardon. Donc, au 25e rang, il s'agit de Cole Hudson, le frère de Lane qui joue avec le programme de développement américain. Pas tout à fait le même genre de défenseur, là, 5 pieds 10, 160 livres, capable de produire, mais d'une manière différente que celle de Lane, là, 19 points en 20. Les points sont là, mais son jeu d'ensemble, c'est plus difficile. Euh, au programme de développement, on joue avec 8 défenseurs, donc le temps de jeu n'est pas tout à fait Ouais. optimal. Reste que c'est un joueur qui amène quand même beaucoup d'intérêt là, cette saison. Ouais, puis moi, c'en est un qui est un peu sur la pente, en fait, il est sur la pente descendante, Cole Hudson, puis il va peut-être continuer à Lui l'être aussi, on parce que, l'avait vu sur dans des top 10 là, à exact, divers moments. Là. parce que Cole Hudson, l'année passée, il a joué dans le programme des moins de 18 ans. Il y a eu un petit passage là, avec il y avait Eiserman aussi, puis Higgins qui faisaient des petits allers-retours. Puis Ouais, ensuite de des ça, apparitions. Ouais. ils ont été là toute la fin de la saison avec le programme. Puis ça, c'est des underagers. Fait que déjà, on voyait des choses qui étaient intéressantes. Puis lui, il avait vraiment ressorti offensivement. Beaucoup de créativité, bonne vision, encore une fois, une confiance avec la rondelle. Puis là, cette année, on s'est rendu compte que peut-être que ce qu'on a vu l'année passée, c'était peut-être le produit de la bonne équipe qu'il y avait l'année passée. Il y avait une couple de joueurs Ouais. l'année passée qui étaient quand même bons dans le programme. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ouais, peut-être que là, ce qu'on a vu l'année passée, c'était peut-être un peu teinté. Puis là, j'ai l'impression en fait, pas juste j'ai l'impression, c'est que quand je le regarde, tu sais, je vois pas Lane Hudson du tout, là. On n'est pas au même niveau Non, c'est de ça. talent côté euh, être manipulateur, côté prendre la bonne décision en attaque, les passes, la façon dont il est dynamique avec la rondelle ou à en venir aider les attaquants ou arriver en deuxième vague ou des choses comme ça. Ça, on le voit pas du tout, là. En tout cas, en fait, pas qu'on le voit pas du tout, mais on le voit beaucoup moins que Lane Hudson. Puis, euh, défensivement, par exemple, c'est là qui est un petit peu plus, qui vient gagner un petit peu du côté de Cole Hudson comparativement à son frère, Son Lane. frère, ouais. C'est que là, un petit peu plus stable en défensive, un petit peu plus physique, entre guillemets, capable d'être un peu plus protection de rondelle, être capable d'absorber des contacts, même si Lane, il était quand même bon là-dessus, même encore dans la NCAA, il est quand même bon Ouais. là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu'on vérifie. Il patine bien, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que tout ce qu'on voit de Cole Hudson en ce moment, c'est suffisant pour lui aussi de le faire monter ou le garder dans un range qui devient intéressant pour le risque aussi, là. Tu sais, tu veux-tu le repêcher mi-première ronde? Tu sais, moi, je l'avais là, puis finalement, il a Il a baissé. baissé, Parce ouais. que ce qu'on voit cette année, c'est un bon, tu sais, c'est un bon défenseur, le Cole Hudson, là. Je veux pas que, tu sais, mes premiers vous pas, là, sauf que j'ai l'impression que ce qu'on voyait de lui, les flashs qu'on voyait de lui, sont moins présents, puis sont moins spectaculaires que ce qu'on a vu. Fait que ça devient un bon défenseur de deuxième paire ou un petit peu spécialiste, entre guillemets, là, Ce serait de intéressant de voir offensif. son utilisation, si ça sera modifié au cours de l'année. Bien sûr, en début d'année, parfois, on va faire certains essais.
là, ça serait important pour lui justement d'implanter un petit peu plus sa place au sein de cette brigade-là. Pour terminer rapidement, là, un autre Québécois dans ton top 32, le Québécois Sacha Boisvert, qui se trouve au 29e rang, qui joue en USHL avec Muskegon. Donc, un autre, quand même 2 Québécois dans le top 32. C'était intéressant pour cette année. Simon, je te remercie beaucoup encore une fois. Très, très bel exercice. C'est sûr, c'est un classement préliminaire. Ce n'est pas une finalité du tout. Beaucoup de hockey qui vont se produire dans les prochains mois, notamment, évidemment, le championnat du monde junior qui sera une grosse partie de vos analyses, ainsi que le travail dans leur équipe respective. Là, on sait surtout du côté des Canadiens et des Américains. La plupart qui sont un petit peu plus dans la moyenne ne feront pas ce tournoi-là, mais ça reste que certains joueurs y seront et ce sera une belle occasion pour eux de démontrer ce qu'ils peuvent faire contre des joueurs plus vieux sur la plus belle scène de hockey mondial. Donc, c'est toujours un tournoi qui est très, très, très apprécié. Donc, on va surveiller ça. On va surveiller évidemment tes vidéos de visionnement en temps réel dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui vont mener à votre classement de mi-année au milieu de l'hiver prochain. Ouais, mois de février, ça devrait être ça. Puis j'invite aussi les gens à jeter un œil sur le défi mondial Junior A qui s'en vient. Ouais. C'est avant le championnat mondial de hockey junior. Souvent, c'est des équipes que des joueurs suédois, des joueurs finlandais, des joueurs des États-Unis, même canadiens, qu'on voit un petit peu moins, qui sont un peu, qui sont dans la USHL, qui sont dans la AJHL, des ligues comme ça. Puis souvent, il y a quand même des joueurs qu'on ressort bien. On a vu des noms là, de la Suède, justement, qui sont sortis. Quand même quelques joueurs intéressants. Donc, ouais, c'est un autre tournoi qu'on surveille aussi qui, des fois, passe un peu sous le Plus radar. Mais inaperçu. ouais, en tout cas, moi, personnellement, je l'aime bien, ce tournoi-là. Donc, c'est à surveiller au mois de décembre. De même que la deuxième partie de votre épisode de tout sur le Épisode hockey fleuve. espoir, Fleuve. exactement. Donc, une autre quelques heures encore de contenu de qualité que vous nous offrez. Donc, c'est toujours très, très apprécié d'avoir ça en bloc, mais surtout de t'avoir de manière individuelle ici au temps d'arrêt. C'est encore une fois vraiment une réelle chance qu'on a de pouvoir apprendre à connaître les espoirs. En début d'année, comme ça, c'est toujours intéressant. Certaines personnes vont avoir des noms en tête et vont partir leur saison un petit peu de scouting de leur manière. Hein. Les gens suivent les espoirs de différentes manières, mais on s'y intéresse de plus en plus qu'on approche au repêchage. Donc, c'est toujours très, très intéressant et pertinent. Donc, Simon, je te dis merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent au temps d'arrêt et merci à tous d'avoir été là et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.